Bonjour à tous. Alors, ben oui, mon nom c'est Patrice Brunet. Alors, on va commencer. Vous êtes quand même nombreux. C'est le fun de vous avoir tous présents, intéressés dans ce nouveau domaine relativement nouveau, pas nouveau pour moi, mais domaine de pratique, le droit du sport. C'est un domaine qui est vraiment, bon, à l'extérieur des domaines de pratique qui sont plus traditionnels. C'est pas un cours vraiment qui s'enseigne dans la plupart des universités à la faculté de droit. J'ai donné un cours pendant 2 ans à l'Université de Sherbrooke sur le dopage au DESS. Et puis, ben, si jamais l'Université de Montréal, ça les intéresse de développer un cours en droit du sport, peut-être plus en deuxième ou plutôt en troisième année, ça me fera plaisir de discuter avec le personnel de la faculté. Le domaine du droit du sport, est-ce qu'il y en a qui connaissent un peu ou bien vous êtes pas mal tous néophytes dans ça? Alors, le sport, en fait, le droit du sport, ça attire l'attention de pas mal d'étudiants parce que, bon, on vit dans le sport depuis qu'on est tout jeune. Il y a différents intérêts dans ce domaine-là. Moi, je vais vous parler de mon domaine d'expertise en sachant qu'il y a d'autres domaines d'expertise également dans le droit du sport. Ceux qui sont exclus, dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, c'est la négociation de contrats, par exemple, avec des joueurs professionnels ou des contrats d'agence. On est plus dans le sport professionnel. Moi, je vais vous parler plus de droit. Ce que je fais depuis plus que 20 ans, 25 ans maintenant en droit du sport, ce sont des principes juridiques. C'est ce qu'on appelle la lex sportiva. Ce sont des principes juridiques qui ont été développés depuis à peu près les années 1980 en Europe au début. Et puis, il y a des institutions juridiques qui se sont développées et qui sont bien présentes aujourd'hui avec une jurisprudence qui est de plus en plus fournie. Alors, le droit du sport, qu'est-ce que c'est? C'est une combinaison de plusieurs domaines de droit. On retrouve des éléments de droit administratif, de droit disciplinaire, et on retrouve également des principes de droit pénal. Bon, il y a personne qui va en prison s'ils commettent des infractions en droit du sport, mais dans ceux qui font du dopage, par exemple, j'en suis un, on va trouver des analyses juridiques qui sont quand même assez étoffées sur des sanctions possibles, des notions de faute, de responsabilité et également de sanctions. Est-ce que l'athlète, par exemple, qui est coupable de dopage, est-ce qu'il va être suspendu pendant une période de 6 mois, de 2 ans ou de 4 ans ou plus? Et dans ces circonstances-là, on va prendre en considération, évidemment, tous les éléments au dossier pour établir, selon la réglementation et également les faits au dossier, quelle est la sanction applicable. Ça peut aussi aller jusqu'à la non-responsabilité de l'athlète. Alors, si on regarde les fondements juridiques du droit du sport, on parle d'un domaine de droit qui est essentiellement contractuel de nature privée. Alors, surtout en Amérique du Nord, je vais parler un peu de l'Europe après, mais surtout en Amérique du Nord, on parle d'un contrat entre l'athlète et l'univers sportif par lequel l'athlète s'engage et l'univers sportif s'engage mutuellement à respecter des règles et s'il y a des transgressions à ces règles-là, il y a un processus qui entre en compte merci beaucoup, il y a un processus qui rentre en action qui est quand même assez rapide et expéditif qui va générer un processus d'audience et ultimement, possiblement des sanctions. Si je fais l'histoire, si je reviens rapidement là, sur les fondements juridiques du droit du sport, dans les années 80, il y a le tribunal arbitral du sport qui a été créé en Suisse, à Lausanne, qui visait à entendre les causes d'athlètes internationaux qui pouvaient avoir des litiges avec leur fédération internationale. Il y a une certaine jurisprudence qui s'est développée à travers ça. Au début des années 90, la légitimité du tribunal arbitral du sport a été remise en question devant le tribunal fédéral suisse. Et le tribunal fédéral suisse a déterminé que la proximité entre les membres du tribunal arbitral du sport et
le Comité international olympique et les acteurs sportifs étaient trop étroites. Donc, ils ont, sans nécessairement détruire le système, ils ont suggéré fortement que le tribunal arbitral du sport soit réformé avec un conseil d'administration et des arbitres qui seraient beaucoup plus indépendants pour rendre des décisions qui ne seraient pas teintées d'une partialité ou d'une apparence de partialité. Et donc, si je me souviens bien, je pense que c'est en 1994, il y a eu une réforme du tribunal arbitral du sport et un renouvellement de la liste des arbitres avec une invitation aux différentes fédérations internationales et au Comité international olympique pour faire une liste qui était beaucoup plus impartiale. C'est à ce moment-là où j'ai eu l'opportunité de poser ma candidature et j'ai été nommé au tribunal arbitral du sport en 1995 à titre d'arbitre. Bon, c'est quoi un arbitre? Vous êtes des juristes, mais vous êtes peut-être pas familier avec ce principe-là. Un arbitre, essentiellement, c'est un juge, mais un juge privé qui est engagé par les parties selon un processus de nomination. Ça peut être les parties qui nomment conjointement l'arbitre ou ça peut être le tribunal qui nomme l'arbitre. Et avant d'être nommé, on me demande s'il y a un conflit d'intérêt, par exemple, s'il y a des avocats ou bien des parties avec qui j'ai déjà transigé, traité, ou bien s'il y a une trop grande proximité, je ne peux pas agir dans ce dossier-là. Et donc, il y aura un autre arbitre qui va être nommé pour préserver l'indépendance quasi-judiciaire du tribunal. Alors, depuis 1995, j'ai été sur la liste du TAS, le tribunal arbitral du sport, et quelques années plus tard, au début des années 2000, il y a eu, il n'y avait pas un système arbitral au Canada. Et donc, quand un athlète voulait, par exemple, aller aux Jeux olympiques et qu'il n'était pas sélectionné par sa fédération nationale pour être nommé et par le Comité olympique canadien pour aller aux Jeux, s'il voulait contester la décision de sa fédération nationale, qui est évidemment dans une position monopolistique, qui pouvait vraiment décider ce qu'il voulait, il n'y avait pas un arbitre indépendant qui pouvait déterminer s'il allait au jeu ou non. Et donc, ça créait un enjeu politique parce que, essentiellement, les athlètes, puis la population et les journalistes se tournaient vers le ministre des Sports ou la ministre des Sports fédérale pour dire, pour plaider publiquement que cet athlète-là devait aller aux Jeux olympiques. Alors, Denis Coderre, qui est un nom que vous connaissez peut-être, qui a été maire de Montréal, mais précédemment qui était ministre fédéral des Sports au début des années 2000, a décidé de créer le Centre de règlement des différends sportifs du Canada, le CRDSC, en anglais le SDRCC, qui est un tribunal administratif qui entend toutes les causes de litige dans le domaine sportif d'élite. Alors, le club de hockey de NDG qui a un litige avec Hockey Québec, c'est pas quelque chose qui va être devant le CRDSC. Ça va être des cas vraiment qui sont un athlète, par exemple, qui est sur l'équipe nationale, qui veut aller aux Jeux olympiques, ou un athlète qui veut être sur l'équipe nationale. Ce sont des enjeux vraiment de niveau national qui vont être entendus. Si l'athlète n'est pas d'accord avec la décision de sa fédération, il peut très rapidement faire une demande d'appel, une demande d'arbitrage auprès du CRDSC et je peux être un de ces arbitres-là, je suis également sur la liste du CRDSC, je peux être un de ces arbitres-là qui va entendre la cause et puis c'est une cause qui va être plaidée comme un dossier de litige où chacune des parties va présenter ses témoins, va présenter ses documents, va faire ses représentations et ses plaidoiries et au final, comme arbitre, je vais rendre une décision qui va être finale et non appelable par les parties. Et c'est un tribunal qui est extrêmement efficace. Vous pouvez vous imaginer que quand il y a des Jeux olympiques qui s'en viennent, il y a des dates butoirs qui sont inflexibles, qui sont décrétées par le Comité international olympique, par les fédérations internationales également. Et à minuit, le 12 février, il faut que la liste soit complète pour que les athlètes puissent participer aux Jeux olympiques. Et donc, ça m'est arrivé d'être saisi d'un dossier à 48 heures de la date butoir et de devoir rendre une décision qui détermine que l'athlète va aux Jeux olympiques ou ne va pas aux Jeux olympiques. Ce sont des audiences qui ont lieu au téléphone ou par Zoom et ces décisions-là sont rendues selon les dates qui nous occupent. Dans d'autres cas,
on a un peu plus de temps, on peut avoir quelques semaines ou même quelques mois, mais ce sont des dossiers qui sont quand même assez expéditifs à partir de l'ouverture du dossier jusqu'à le rendu de la décision. On parle d'un délai d'à peu près 3 ou 4 mois. Donc, c'est quand même assez rapide. Euh, la compétence du tribunal arbitral du sport, elle est à un niveau qui est au-delà du national, évidemment, c'est international. Donc, ça sera un athlète qui aura un enjeu avec sa fédération internationale au plan disciplinaire. Ça peut être un officiel également, un officiel qui est accusé de corruption. Ça va se rendre devant le TAS et le TAS va déterminer si cet athlète-là ou cet officiel-là va être suspendu ou non. Euh, Vous êtes familier avec l'Agence mondiale antidopage aussi, qui a été créée en 1999, dont le siège social est à Montréal. Ça a été créé par Dick Pound, qui est un avocat bien connu à Montréal. Si vous avez l'occasion aussi d'aller voir les podcasts, il y a un entretien avec Dick Pound qui remonte à 2, 3 mois environ, qui explique vraiment des anecdotes sur la création de l'Agence mondiale antidopage, de l'AMA. Et donc, tous les dossiers de dopage, toutes les accusations de dopage au Canada vont être traitées également par le CRDSC. Alors, si un athlète teste positif pour une substance interdite et veut porter son dossier en appel, n'accepte pas la sanction qui est suggérée, il a le droit d'avoir une audience devant le CRDSC et un arbitre comme moi ou un autre, un de mes collègues, pourra entendre la cause et déterminer si l'athlète doit être suspendu ou bien s'il n'y a pas matière à suspension ou à avoir une sanction. Et donc, c'est un processus qui est très rigoureux où on entend les témoins. Les témoins sont contre-interrogés également. Donc, c'est l'administration, les règles classiques d'administration de la preuve, tout en ayant une certaine souplesse parce qu'on est en arbitrage. Et le fardeau de preuve n'est pas hors de tout doute raisonnable comme on peut trouver en droit criminel ou en droit pénal. C'est par prépondérance de preuve. Donc, si je suis convaincu à 51% ou plus, selon les faits, selon les témoignages, il y a une sanction. Si c'est moins que 50%, 51%, moins que 50%, à ce moment-là, la preuve ne sera pas considérée comme étant suffisante. Le TAS a rendu, l'année dernière, je crois, a rendu 800 décisions. Vous pouvez avoir accès à la plupart de ces décisions-là pour le TAS. La banque de jurisprudence n'est pas extrêmement facile à naviguer ou n'est pas disponible de façon aussi ouverte et transparente que la banque de jurisprudence du CRDSC au Canada. Vous pouvez avoir accès à ça sur le site web. Le CRDSC va publier absolument toutes les décisions qui vont être rendues. Puis, bon, au dernier chiffre, je pense que c'est une centaine de décisions, peut-être 100 ou 150 décisions qui sont rendues à chaque année au Canada. Ça permet de dégager certains principes de jurisprudence. Il y a également le code de procédure du CRDSC qui est publié et qui est un code annoté également, qui est disponible gratuitement sur le site web du CRDSC. Vous pouvez en prendre connaissance, puis les avocats vont s'en inspirer quand ils vont préparer leur plaidoirie pour s'appuyer sur la jurisprudence. Puis moi aussi, comme arbitre, j'aime bien me faire présenter une jurisprudence pour que mes décisions aillent plus ou moins dans le sens de la jurisprudence. Mais attention, il n'y a pas de principe de stare decisis en arbitrage ou en droit du sport parce que c'est de l'arbitrage. Alors, chaque dossier est un nouveau dossier. Il n'y a pas une décision, par exemple, du TAS qui m'oblige à un niveau inférieur au CRDSC à rendre une décision obligatoirement, comme on peut trouver à la Cour suprême du Canada, qui va énoncer des critères qui sont incontournables par les tribunaux inférieurs. Alors, en arbitrage, il y a quand même une certaine flexibilité où les avocats peuvent avoir une créativité juridique pour se détacher d'un courant jurisprudentiel qui peut exister et l'arbitre n'est pas lié par les décisions, soit de même niveau ou bien de niveau supérieur. Est-ce que j'en perds ou ça va? Ça va? J'aime ça parler à des juristes parce que ça me permet d'utiliser des principes juridiques que j'utilise pas nécessairement quand je parle à d'autres cohortes qui sont moins pas allumés, mais éduqués au niveau juridique. Tout le monde est allumé en sport. Euh, je vais vous parler un petit peu de mon parcours aussi, là, parce que je veux pas que ce soit trop lourd. Comment on devient avocat en droit du sport, comment on devient juriste en sport.
étant donné qu'il n'y a pas une formation académique qui est, il y en a en Europe, hein. Je veux quand même bien préciser ça. Les universités nord-américaines ou même au Québec ont ont pas développé un cursus en droit du sport, mais l'Université de Neuchâtel, par exemple, depuis plusieurs décennies, a un programme de droit du sport. Puis il y a certaines universités en Europe qui en ont, pour des raisons évidentes, parce que toutes les fédérations internationales sont en Europe. Beaucoup des litiges qui sont entendus devant le TAS concernent des fédérations qui sont en Europe et des athlètes qui peuvent être partout dans le monde, mais il y a un développement de la profession juridique en droit du sport qui est beaucoup plus développé, qui est beaucoup plus soutenu en Europe. Ça serait mon souhait que ça se développe un peu plus ici au Canada, au Québec particulièrement. Et ben, peut-être qu'on va le voir. Mais on voit de plus en plus d'intérêt de la part des avocats et de certains cabinets de développer cette expertise-là, particulièrement en dopage, parce que ce sont des dossiers qui sont très complexes, qui vont impliquer des notions techniques, des notions de microbiologie et l'évaluation de la preuve qui demande quand même certaines habiletés. Et dans le courant de ma carrière, j'ai entendu quelques dossiers qui ont été quand même publicisés ou qui ont été connus. Un des dossiers qui a été marquant dans ma carrière, ça fait presque 20 ans maintenant. Pour ceux qui suivent le cyclisme, vous êtes peut-être familier avec le nom de Floyd Landis, qui était le bras droit de Lance Armstrong. Lance Armstrong, ça tout le monde sait de qui je parle. Et Floyd Landis a testé positif à la testostérone quand il était le gagnant du Tour de France en 2005. Et il a testé positif à la testostérone et j'ai été nommé président du tribunal d'arbitrage. On était 3 arbitres, 3 juges. J'ai été nommé président du tribunal d'arbitrage pour entendre la cause de Floyd Landis. Et c'était probablement un des plus gros dossiers de dopage qui s'est échelonné sur 9 jours à Malibu, en Californie. Et au final, on l'a suspendu pour 2 ans ou 4 ans, je me rappelle plus trop. Puis ensuite, il a porté notre décision en appel au TAS et le dossier a été confirmé en appel. Donc, le dossier de Floyd Landis a été un dossier qui a été très complexe pour différentes raisons. Je pense que le système était testé également au début. L'AMA a été créé seulement 6 ans avant. Mais la preuve n'était pas assez concluante ou forte pour pouvoir l'exonérer. Donc, il a été trouvé coupable de dopage. Et par la suite, je pense 2 ou 3 ans plus tard, il a avoué que, même s'il plaidait non coupable, quelques années plus tard, il a avoué qu'effectivement, oui, il s'était dopé. Puis il y a eu une entente avec la justice américaine pour qui embarque son collègue Lance Armstrong pour qu'il fasse certaines divulgations, qui a embarqué Lance Armstrong, qui a mené aux aveux de Lance Armstrong par la suite. C'est une très bonne question. En fait, moi, étant donné ma position d'arbitre, je peux pas prendre de dossier de représentation. Je peux pas représenter des athlètes devant des collègues. C'est une relativement nouvelle règle qui a été instaurée il y a environ une dizaine d'années. Je pouvais le faire avant, tout en gardant quand même les principes d'indépendance. Donc, ça m'est arrivé de plaider devant le TAS, particulièrement en 2002, pendant les Jeux olympiques de Salt Lake City. Il y avait un gros dossier de corruption en patinage artistique aux Jeux de Salt Lake City avec David Pelletier et Jamie Salé. Si vous connaissez bien le droit du sport, vous savez de quoi je parle, mais étant donné votre jeune âge, vous l'avez pas vécu évidemment, vous étiez peut-être pas né ou trop jeune, mais c'était un gros dossier. Et puis j'étais à Salt Lake City à ce moment-là, et puis j'ai introduit un recours devant le TAS qui siège, en passant, le TAS siège à l'occasion de tous les Jeux olympiques pour pouvoir rendre des décisions en 24 heures très rapidement. Et j'ai plaidé le dossier de David Pelletier et Jamie Salé devant le TAS et on a réussi à obtenir l'octroi d'une deuxième médaille d'or pour nos patineurs canadiens parce qu'on était en mesure de démontrer qu'il y avait eu une corruption au sein des juges qui les avaient jugés. Et ils ont fait leur enquête, la Fédération internationale de patinage artistique a fait leur enquête par la suite et ils ont constaté effectivement qu'il y avait eu corruption. Et donc, on a obtenu une deuxième médaille d'or pour nos Canadiens. Dans mon cabinet, j'ai 3 avocats qui travaillent pour moi. Eux peuvent faire de la représentation auprès des athlètes.
Si jamais ils sont engagés par soit une fédération ou par un athlète, on va mettre ce qu'on appelle un Chinese Wall, où ils vont représenter les athlètes. Je leur donne pas de conseils, je m'occupe pas du dossier, et puis on met une paroi étanche pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêt ni apparence de conflit d'intérêt. Ça répond à votre question. Euh, donc, comment, comment vous, comme étudiant, vous pouvez commencer à faire du droit du sport? Le conseil que je peux vous donner, puis qui se ramène un peu à moi, comment j'ai commencé à faire du droit du sport, c'est vraiment de vous impliquer dans le domaine du sport de la manière qui serait la plus confortable pour vous. C'est-à-dire, est-ce que vous faites du sport déjà? Alors, si vous faites du sport dans votre domaine, impliquez-vous dans votre club ou dans votre fédération provinciale ou si vous avez la chance d'avoir des accès dans votre fédération nationale. Bon, idéalement la fédération internationale, mais ça c'est peut-être un peu difficile quand on a moins d'expérience. J'ai eu la chance au début des années 90. Moi, mon sport, c'est le triathlon. J'ai du triathlon, puis je le pratique encore. Et quand j'ai commencé à faire du triathlon en 1990, je suis vraiment tombé en amour avec ce sport-là, puis je me suis rapproché rapidement de la fédération provinciale et j'ai attiré l'attention du président de la Fédération nationale de Triathlon Canada, qui se trouvait aussi à être le président de la Fédération internationale de triathlon. Et quand vous commencez, il faut pas avoir d'attente d'être payé. C'est du bénévolat. Vous investissez en vous-même, vous investissez dans votre apprentissage, comme vous le faites à l'école. Vous n'êtes pas payé pour aller à l'école, même que vous payez pour aller à l'école. Euh, donc, mais il faut pas faire ça avec un objectif qu'à la fin de la semaine, vous allez faire 100 pièces, vous allez faire 1000 pièces. Vous êtes là pour apprendre. Et c'est ce que j'ai fait pendant longtemps, pendant plusieurs années. Ça a pris plusieurs années avant que je puisse commencer à tirer un certain revenu de la pratique du droit du sport. Alors, j'ai comme bénévole, j'ai aidé la fédération à revoir ses règlements généraux. Donc, il faut voir c'est quoi notre zone de confort, les règlements généraux, les règlements techniques, les règles de compétition, pour m'assurer que, parce que on a tendance à se dire les règles de compétition sont comme ça, mais vous avez l'œil de juriste, vous êtes capable d'avoir un raisonnement juridique que les autres membres du conseil d'administration du club ou de la fédération n'ont pas nécessairement. Ils ont des bons réflexes du sport, mais vous avez des réflexes de juriste. Donc, vous êtes capable de voir que l'article 32 est peut-être en contradiction avec l'article 40, ou bien qu'il manque quelque chose en prévoyant que si l'article 40 est mis en application, par exemple une clause d'arbitrage, ben c'est quoi le processus après pour que les parties soient entendues puis qu'elles sortent de l'audience avec un sentiment qu'ils ont été traités avec équité. La nomination également du tribunal d'appel à l'intérieur d'une fédération est importante parce que il y a des fédérations qui vont nommer au tribunal d'appel interne des amis ou des gens qui sont vraiment trop proches de la fédération. Donc, vous, à l'interne, vous pouvez lever la main et dire, écoutez, je pense que de nommer votre épouse, l'épouse du président, comme présidente du tribunal d'appel, c'est peut-être pas une bonne idée parce que peut-être qu'elle va rendre une bonne décision, mais ça va peut-être donner aussi une apparence de conflit d'intérêt qui va juste dénaturer la décision, puis le sport, puis ça va créer du cynisme. Alors vous êtes les gardiens de ça pour vous assurer que les décisions qui sont rendues, qui vont peut-être pas plaire à tout le monde, au moins les décisions qui vont être rendues vont donner l'impression que toutes les parties ont été entendues, puis que la décision est ancrée dans le droit, puis semble être fondée sur des motifs qui sont objectifs. Après ça, ben, faut voyager un petit peu. C'est le fun de voyager. Puis j'ai eu l'occasion, avec la Fédération nationale et internationale, d'être invité à m'asseoir dans les réunions de comité exécutif à Paris, aux États-Unis, en Floride. Je n'étais pas payé pour ça. Ils me payaient mes dépenses, mais je n'étais pas payé pour ça. Mais pendant ce temps-là, j'apprenais, puis j'apprenais à me faire connaître également. Puis après ça, ben, le nom de Patrice Brunet ressortait. Ah oui, lui, on le connaît, OK. Ses commentaires sont quand même équilibrés. Et de fil en aiguille, vous allez vous faire un nom.
Puis ça peut également découler sur la représentation. Je parlerai pas beaucoup de représentation d'athlètes ici comme agent, mais quand vous connaissez bien le sport, quand vous connaissez bien la business, après ça, vous devenez intéressant pour des athlètes qui pratiquent et qui ont besoin d'une représentation pour négocier leur contrat, parce que si vous connaissez un peu plus la business du sport, vous êtes capable de négocier avec les clubs ou avec les équipes pour permettre vous connaissez, est-ce qu'il y en a qui connaissent Sacha Gavimi ici? Quelques-uns. Sacha Gavimi, c'est un des agents, c'était l'agent de Laurent Duvernay-Tardif. Puis c'était un de ses chums. Puis Sacha, il faisait pas de droit du sport, il a pas étudié là-dedans, mais là, il y avait une affinité qui s'est développée entre les deux. Puis Laurent lui a dit, ben, je te fais confiance. Est-ce que tu veux représenter mes intérêts pour négocier mes contrats d'athlète, puis dans la NFL? Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Puis c'est drôle parce que Sacha, j'ai donné un talk comme ça, là, une conférence à l'Université McGill il y a peut-être une dizaine d'années. Puis Sacha était un de vous dans la salle, puis il levait la main, puis il dit moi, j'aimerais ça faire de la représentation d'athlètes à la NFL. Puis, ben, bonne chance. Il commençait de rien, puis maintenant, il est rendu un des excellents agents. Puis, il a fait son parcours, il a fait son cheminement, puis maintenant, il a développé un produit avec sa mère aussi, où il accompagne des jeunes athlètes dans un parcours académique pour entrer dans la NCAA aux États-Unis. Et puis, il continue à représenter plusieurs athlètes, pas juste dans la NFL, dans d'autres sports également. Donc, vous savez pas où ça commence, mais ça peut commencer maintenant pour vous, en vous impliquant dans les sports que vous connaissez ou dans des sports que vous avez identifiés qui pourraient être intéressants pour vous. Euh, c'est sûr que, bon, moi, j'ai commencé avec le triathlon, ça a été relativement, ben, je veux pas dire facile, mais plus facile probablement que si j'avais ciblé une fédération. C'était pas volontaire, c'était parce que c'était naturel pour moi. Le triathlon, c'était mon sport. Mais il y a d'autres domaines sportifs qui sont évidemment plus difficiles d'accès. Si on pense au hockey, si on pense au football, au soccer, là, on rentre dans des marchés qui sont beaucoup plus fermés, mais qui vous donnent l'opportunité d'avoir beaucoup plus de dossiers, puis qui sont aussi généralement plus lucratifs si vous allez dans ce domaine-là. Alors, vous voyez dans votre entourage, s'il y a quelqu'un qui peut vous ouvrir des portes, quelqu'un qui peut vous accompagner, quelqu'un qui peut vous mentorer pour vous donner des pistes de solutions. Puis après ça, le reste, c'est de dire, de lever la main et de dire, je suis disponible, je peux te donner un coup de main. Il y a un contrat à réviser, euh, je peux t'aider à le réviser. Des fois, c'est juste des ouvertures comme ça. Puis l'idée, c'est d'être réactif et de livrer la marchandise. Un des avocats qui travaille pour moi, Vincent Dubuc-Cusick, on travaille ensemble depuis 5 ans, a levé la main un peu comme ça. Je donnais une conférence à l'Université de Montréal ici, au comité droit et sport. Et puis, je pense qu'il était dans le comité à l'époque. Et il a levé la main. Il a dit, ben, moi, je suis prêt à aider là où tu me verrais. Ben, je pense qu'il vous voyait. Vous me verriez. Et j'ai peur que ça. Et quelques mois plus tard, je lui ai dit, ben écoute, je suis sur un conseil d'administration dans le domaine sportif. Est-ce que ça t'intéresserait de faire les procès-verbaux de nos réunions? C'est toujours utile, ça, parce que quand on a des réunions du conseil d'administration, bon, il y en a qui sont peut-être dans l'AED, vous avez un comité droit et sport, vous prenez le procès-verbal. Euh, j'ai dit, ben oui, moi, j'aimerais ça, j'ai besoin d'aide pour quelqu'un qui prend des notes, qui peut me faire un procès-verbal après. Comme ça libère un des membres du CA de prendre les notes, ça lui permet à tout le monde de participer. Il a fait ça pendant quelques meetings. Puis ce qu'il me redonnait, c'était très bien. Il y avait des corrections à faire, mais c'est pas grave, c'est un bénévole. Alors, le niveau d'attente est moins élevé que si je le payais 100 $ de l'heure ou si je le payais 200 $ de l'heure, évidemment. On n'avait pas les moyens de toute façon pour le payer. Mais il s'est démarqué. J'ai vu qu'il livrait. Puis, je vous le dis, à un certain moment, j'avais besoin d'un procès-verbal pour une date précise. Puis j'ai dit, écoute, Vincent, je sais que tu pars en vacances dans 3 jours. Je sais que c'est du bénévolat, mais j'ai vraiment besoin du procès-verbal pour demain. Puis il a travaillé jusqu'à 10 h, 11 h le soir, puis il me l'a rendu pour le lendemain. Et ça, là, ça m'a montré qu'il était réactif, qu'il
c'était quelqu'un qui était dans ma gang. Ma gang, c'est des gens qui sont actifs et réactifs. Euh, Quelques semaines plus tard, ça a marqué mon imagination, si on peut le dire. Quelques semaines plus tard, j'avais un poste à combler comme avocat dans mon cabinet. J'ai appelé Vincent, j'ai dit Vincent, est-ce que ça tente de joindre à l'équipe? On fait du droit de l'immigration, je vais te former. Puis parce que je savais que son attitude puis son éthique de travail était top niveau. Depuis ce temps-là, il est avec moi, puis il continue on continue à bien travailler ensemble. Euh, puis il a fait des dossiers de droit sportif avec moi. Il m'a accompagné dans des dossiers du TAS, du CRDSC également, dans de multiples dossiers. Il a perfectionné son apprentissage là-dedans. Puis maintenant, il a développé une bonne autonomie dans la représentation d'athlètes devant le CRDSC. On donne une conférence la semaine prochaine sur d'autres services qu'on va offrir aux fédérations de sport du Québec, par exemple sur la loi 25, les données privées, où il y a des nouvelles obligations qui sont en vigueur depuis pas longtemps, là, dans la dernière année, mais que les fédérations provinciales n'ont pas nécessairement les outils pour pouvoir se conformer à la nouvelle loi au Québec. Et donc, on donne une conférence la semaine prochaine auprès des fédérations provinciales pour leur fournir une boîte à outils pour se conformer aux exigences. Midi et quart, ça passe vite. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais ouvrir la porte parce qu'à midi et quart, il y en a quelques-uns d'entre vous qui allaient peut-être quitter. Encore une fois, c'est vraiment bien connaître le sport et se rapprocher des institutions. Les institutions, c'est quoi? C'est les fédérations. Quand on parle de sport professionnel, ce sont les clubs ou bien les ligues. Euh, donc, c'est sûr que comme Nord-Américain, plus naturellement, il y a plus d'avocats qui vont aller en droit du sport professionnel. Mais attention, je parle à des juristes là ici, puis je veux pas dénigrer ceux qui pratiquent, qui sont des agents, mais c'est pas du droit en tant que tel, c'est pas de la pratique du droit. Ça va être des négociations de contrat qui vont impliquer des éléments juridiques, évidemment, des éléments de contrat, mais ça va rarement être des plaidoiries. Les négociations salariales, par exemple, en Major League Baseball, il y a il y a des barèmes, il y a des charts, puis c'est l'application de ces barèmes-là qui sont déjà prédéterminés par les parties. Alors, pour rentrer là-dedans, ça prend une certification pour être reconnu par le club. Ne s'improvise pas agent de joueur qui le veut. Ça prend un certain processus. Euh, pour pouvoir élargir cette pratique-là pour l'Europe, il y a des options qui s'offrent à vous. Vous pouvez faire une maîtrise, par exemple, à l'Université de Neuchâtel, ou bien une fois que vous avez fini votre programme ici, vous pouvez l'étudier en Europe. En Angleterre également est un pôle en droit du sport qui est important. L'Université Leeds, si je me trompe pas, il y a Monmouth aussi. Puis vous pouvez explorer ça. Mais encore une fois, je suis pas ici pour vous dire comment développer une pratique en droit du sport. Ça vous appartient vraiment selon vos intérêts individuels. Mais je veux juste peut-être préciser, si je me suis mal exprimé, en Europe, vous n'êtes pas obligé de vous spécialiser non plus dans un sport. Ce que je veux dire, c'est que un sport va vous permettre d'avoir accès à tous les autres sports et vous faire connaître, parce qu'essayer de vous faire connaître dans le monde du sport de façon générale, ça risque d'être beaucoup plus difficile. Si j'avais un conseil à vous donner pour votre stage, par exemple, puis au début, c'est vraiment de bien réfléchir si vous voulez vous spécialiser dans un cabinet qui fait du droit du sport. Effectivement, il n'y en a pas beaucoup. Il y a nous, mais je peux pas, je peux pas penser à énormément de cabinets qui font du droit du sport à Montréal. Puis, le stage, c'est vraiment l'occasion de toucher à une variété de domaines. Moi, quand j'engage des stagiaires en droit, c'est des questions puis des conversations qu'on a. Est-ce que tu veux vraiment faire du droit du sport et pourquoi tu veux faire du droit du sport? Parce que c'est limitatif au début de la carrière. Donc, la spécialisation en droit du sport, dès le début de la carrière, il faut que ça vienne de considérations qui sont intimement personnelles. C'est probablement pas quelque chose que je recommanderais
et d'ailleurs d'avoir une formation qui est plus générale comme stagiaire en droit ou dans vos premières années comme avocat ou avocate, euh, ça va, ça va vous permettre d'aller chercher des outils que vous allez de toute façon pouvoir utiliser en droit du sport par la suite. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Moi, j'ai pas fait du droit du sport de façon, puis même encore aujourd'hui, je fais pas ça à temps plein. C'est le droit de l'immigration qui fait vivre mon cabinet. Si c'était juste en droit du sport, je connais pas de cabinet ou je connais pas d'avocat qui pratique en droit du sport à Montréal ou au Canada à 100% et qui en vit bien. En Europe, oui, mais pas à Montréal. Donc, il n'y a rien qui vous empêche d'avoir une pratique généraliste ou spécialisée dans un domaine qui est plus traditionnel en droit et d'avoir en parallèle, de développer ces compétences-là en parallèle. Ce que j'ai fait pendant des années, j'ai développé des compétences en droit du sport en parallèle, comme je le disais, qui ne m'apportaient pas un revenu. Puis éventuellement, ça m'a apporté un certain revenu. Mais ça ne vous empêche pas pendant vos soirées ou pendant vos fins de semaine euh, de, de, d'intervenir ou d'assister des fédérations ou des clubs, puis d'apprendre à le... Puis peut-être que vous allez vous rendre compte que ça vous convient pas. C'est pas intéressant. Je pense que ça s'applique à tout. Il faut qu'il y ait un intérêt personnel, que vous travaillez en sûreté ou que vous travaillez en droit civil ou en droit familial. Il faut que ça vous habite. Il faut que vous aimiez ça. C'est super intéressant. J'aime ça quand il y a des questions comme ça sur des actualités vraiment. Yannick Sinner, qui est ce joueur de tennis professionnel qui vient de gagner le US Open avant-hier, qui a eu une accusation de dopage quand même assez récente. Je pense que ça remonte à 6 mois, dans les 6 derniers mois à peu près. C'est en mars, oui, c'est ça. En mars dernier. Accusation de dopage pour une substance interdite qui était un stéroïde. Je me rappelle plus trop quel stéroïde, mais c'était un stéroïde. Et on avait trouvé des traces. Et donc, le processus, à partir du moment, bon, tous les tests se font par échantillon d'urine, parce que c'est ce qu'on appelle le gold standard. Le sang, c'est pas avec le sang qu'on va déterminer s'il y a une substance interdite dans le corps. Il faut que la substance soit métabolisée par le corps, ça veut dire qu'elle soit brisée par le corps, et on va retrouver des métabolites, on va retrouver des éléments dans l'urine, et c'est là où les appareils vont être extrêmement sensibles pour pouvoir déterminer si il y a une substance interdite qui s'est retrouvée dans le corps, puis il y a une certaine, ça va rester dans le corps pendant un certain temps. Il y a des corps qui vont métaboliser, il y a des substances qui vont être métabolisées plus rapidement que d'autres, et il y en a d'autres qui vont rester dans le corps plus longtemps. Dans le cas de Yannick Sinner, puis là maintenant, moi je lis les médias comme tout le monde, j'ai pas le, mais je suis capable d'interpréter quand même selon l'information qui est disponible publiquement. Les faits démontrent que son physiothérapeute, je crois, lui a massé puis avait une substance interdite. Son physiothérapeute avait une substance interdite dans une crème qui s'est retrouvée par inadvertance sur ses doigts. Il a massé Yannick Sinner et donc par transfert dermique, il s'est retrouvé dans son corps l'a métabolisé, ça s'est retrouvé dans ses échantillons d'urine et donc il est testé positif. Alors, quand il y a un test positif, le laboratoire va, avant qu'il y ait des accusations par l'agence antidopage, le laboratoire va bien analyser est-ce que c'est une substance à seuil ou non, quel type de substance et comment ça pourrait s'être retrouvé. Et donc, on va demander à l'athlète de justifier pourquoi, avant même de déposer des accusations. Et ce qu'on comprend, c'est que les explications qu'il a fournies avec le témoignage de son physiothérapeute ont satisfait les autorités antidopage qu'effectivement, il y a eu un contact par inadvertance et que s'il y avait des accusations de dopage qui étaient introduites contre l'athlète, raisonnablement, un arbitre aurait peut-être pas conclu à une sanction et donc ça s'est arrêté là. Maintenant, étant donné l'opinion publique, ces informations-là, ce ne sont pas des informations qu'on va retrouver au préalable dans le domaine public par les journalistes. Quand un athlète test positif et que cette preuve-là est satisfaisante pour les autorités antidopage auxquelles il faut faire confiance, sauf les Russes, puis je me permets de le dire parce qu'ils continuent à être suspendus pour ne pas s'être conformés aux règles antidopage mondiales.
Il faut faire confiance aux autorités antidopage qu'ils ont suffisamment d'expérience et d'équité et d'objectivité pour rendre des bonnes décisions. Il y a beaucoup d'accusations, ben, je pense pas qu'il y en a beaucoup, mais il y a certaines accusations antidopage dont on n'entend jamais parler. Puis c'est correct comme ça aussi. Si on transpose ça dans le droit criminel, dans le droit pénal, la police peut arrêter quelqu'un, tout le monde va le savoir, c'est public, finalement la personne n'est pas coupable, mais ça reste un stigmate auprès de la population que cette personne-là a quand même été accusée. En dopage, on veut protéger les athlètes. Si l'agence antidopage considère qu'il n'y a pas lieu de porter des accusations, tout ça se demeure ultra confidentiel entre les parties. Et pourquoi on en a entendu parler maintenant? C'est parce qu'il y a eu un coulage et puis l'équipe de Sinner a dû, ben, je veux pas dire rétropédaler, mais a dû expliquer qu'est-ce qui s'était passé. Et puis là, ben, ça a suscité certaines questions. On a vu également il y a quelques semaines avec les Chinois, les 13 Chinois qui ont également passé à travers ce processus-là avec l'agence antidopage chinoise, qui a discuté avec l'Agence mondiale antidopage et qui conjointement ont décidé qu'il n'y avait pas lieu de porter des accusations. Ça a créé un certain cynisme, notamment par USADA, l'Agence américaine antidopage, qui a levé la main, qui a dit « Oui, mais on veut tout voir le dossier. » Vous n'avez pas accès à tout le dossier, c'est confidentiel. On est dans le droit privé ici, on n'est pas en droit public, on n'est pas devant une cour criminelle. Vous n'avez pas accès à ces informations-là. Il faut faire confiance aux autorités antidopage. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'agence antidopage chinoise? Certains peuvent dire que non, mais on peut faire confiance à l'agence mondiale antidopage. Je pense qu'au plan de l'objectivité puis de la protection du système, ils remplissent leur mission. Ceci étant dit, je vais vous donner mon commentaire éditorial, mais ça m'engage à rien, mais je vais vous le communiquer quand même. Il y a quand même, puis je suis convaincu que tout ça a été traité quand même par l'Agence mondiale antidopage. Ils ont quand même conclu qu'il n'y avait pas lieu de porter des accusations. Il y a quand même un principe qui s'appelle du microdosing. Et le dopage, c'est pas nécessairement une seringue ou bien une pilule, c'est également une crème. Et il peut y avoir du dopage par crème. Il y a des crèmes de testostérone qui sont absorbées par la peau très rapidement. Et le microdosing, qu'est-ce que c'est? C'est appliquer des substances interdites, par exemple la testostérone, qui est un produit qui est un stéroïde qui permet une récupération beaucoup plus rapide, donc qui permet d'enchaîner plus d'entraînement. Et une méthode pour éviter la détection des autorités antidopage, c'est d'appliquer un peu de crème fréquemment plutôt que beaucoup de crème moins fréquemment. Et ce qui fait que le corps va bénéficier des effets stéroïdiens de la crème de testostérone pour une courte période de temps, mais le corps va la métaboliser tellement rapidement qu'après 1 heure ou 2, elle devient non détectable dans l'urine. Et donc, vous pouvez vous imaginer que, puis c'est ce qu'on a vu dans la preuve de Floyd Landis, je vais vous en parler parce que Floyd Landis, c'est un dossier qui a, à la demande de l'athlète, qui était public et il voulait que son procès soit public. C'était diffusé sur le web, les 9 jours d'audience, et donc toute la preuve a été étalée. Et la méthode qui a été démontrée pendant ce dossier-là, c'est que après chacune des étapes du Tour de France, ce que les experts ont témoigné, c'est qu'après chacune des étapes du Tour de France, les autorités antidopage vont identifier les athlètes qui doivent aller fournir un échantillon d'urine. Ils vont pas tous les tester, évidemment. Et les autres, ils peuvent retourner dans leur autobus d'équipe. Et là, se produit le microdosing à 18h ou 19h. Et après ça, les autorités antidopage peuvent quand même ont l'opportunité de faire un test inopiné à 21h, 22h avant qu'ils aillent se coucher. Et donc, le microdosing, ça disparaît du corps après 1 heure ou 2. Donc, ça permet d'avoir des cycles de continuer à se doper. Donc, les autorités antidopage doivent être très, très vigilantes. Et puis, j'ai pas de doute que dans le cas de Yannick Sinner, que ça a été fait correctement. Merci à tous.